Place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bienvenue et bonjour à vous Luc Ferry. Bonjour Sonia. Vous êtes ancien ministre de l'Éducation nationale, vous êtes philosophe, vous êtes un auteur prolifique. Je vais citer l'un de vos derniers ouvrages, La frénésie du bonheur aux éditions de l'Observateur. On va en parler du bonheur. Alors ce n'était pas vraiment le thème lors de ses vœux aux Français du président de la République et pour cause. Mais malgré tout, Luc Ferry, il a promis de rétablir par exemple l'autorité, le chef de l'État, là où elle manque, le retour de l'autorité. Est-ce que c'est une arlésienne ou est-ce que vraiment vous y croyez? Pas un millième de seconde. Pourquoi? Il a promis aussi qu'il n'y aurait plus de SDF à la fin de son quinquennat. Bon, j'en ai jamais vu autant à Paris de toute ma vie. Non, j'y crois pas un millième de seconde. Je pense que la loi immigration, dont on a énormément parlé, ne servira à peu près à rien. Parce que les deux sujets majeurs, c'est la non-application des OQTF, donc des obligations de quitter le territoire français, qui ne sont pas appliquées à 93%, vous le savez. Et le deuxième sujet majeur, c'est le détournement du droit d'asile. Voilà. Et donc, c'est pas une question de loi, c'est une question de courage politique. C'est pas, et puis d'accord avec les pays d'immigration ou d'émigration, pour parler plus correctement. Voilà. Donc, je pense que cette loi ne changera rien et que c'est une question de volonté politique. Et je n'ai jamais vu que cette volonté politique était présente dans ce gouvernement. Voilà. Luc Ferry, vous parlez de volonté et de courage. Où le trouve-t-on aujourd'hui, en tout cas en politique? Par exemple, tout à l'heure sur CNews, il y avait la maire de Romans-sur-Isère. Elle est formidable. Voilà, formidable. Elle est incroyable. Oui. Qui a été menacée, rappelons-le, de mort pour avoir dénoncé des zones de non-droit dans sa commune. Elle a décrit une France qui ne veut plus se taire, cette fameuse France silencieuse. Est-ce que c'est à cette France qu'on fait des promesses et qui n'y croit plus beaucoup aujourd'hui? Oui, je la trouve extraordinaire. D'abord, elle s'exprime dans un français magnifique. Elle parle de manière extrêmement simple et très joliment, très élégamment, avec beaucoup de courage. À chaque fois, j'en parlais hier avec ma femme, on était sidérés de voir à quel point... Et je lui disais, d'ailleurs, on se disait, mais voilà, quelqu'un dont on aimerait qu'il soit ministre, voilà. Qu'il soit au gouvernement ou même qu'il soit Premier ministre. On voudrait entendre pourquoi on ne fait pas appel à ces personnes-là, justement? On va parler, parce qu'il y a un remaniement possiblement qui se prépare. Pourquoi justement cette mère courage? Parce que peut-être qu'elle va être appelée. Oui, mais cette France-là n'est pas écoutée. C'est ce qu'on a appelé la France périphérique. On a appelé la France périphérique ou la France d'en bas, comme disait mon vieil ami Jean-Pierre Raffarin. Voilà. Mais cette France d'en bas, elle n'est pas représentée aujourd'hui. Ou si elle est représentée, c'est par le Rassemblement national, mais c'est même plus par la droite traditionnelle qui est morte aujourd'hui. Les LR n'existent plus. Ils ont fait 4,7% à l'Assemblée. Malgré quand même, certains disent plus que leur habileté politique, puisqu'ils ont réussi à imposer un texte sur l'immigration dont on verra ce qu'il en restera après les fourches codines du Conseil constitutionnel. C'est un texte qui ne sert à rien. Et s'ils avaient voulu exister, il fallait tordre le bras d'Emmanuel Macron, si je puis dire, et rentrer dans un gouvernement d'union nationale. Et c'était la seule chose à faire. La seule solution aujourd'hui, Luc Ferry, c'est un gouvernement d'union nationale? Pour les 3 ans qui viennent, oui. Après, non. Mais pour les 3 ans qui viennent, évidemment. Bien sûr que oui. Les LR sont morts, donc le parti pratiquement n'existe plus, on ne les connaît plus. Et donc, s'ils avaient accepté, ou en tout cas obligé d'une certaine manière, proposé à Emmanuel Macron de faire un gouvernement d'union nationale, c'était jouable. Ça veut dire gouvernement, ça ne veut pas dire chercher des postes, ça veut dire construire comme en Allemagne un programme. Oui, mais pardonnez-moi. C'est ce que fait l'Allemagne. En quoi ce ne serait pas du débauchage, finalement, un par un et des ministres, des personnes qui n'accepteraient que, finalement, le lustre du... Non, c'est exactement le contraire. C'est le contraire. Pour l'instant, c'est du débauchage. Vous avez Darmanin, vous avez Bruno Le Maire, ils viennent de la droite, c'est du pur débauchage. Puis vous avez des gens de gauche et puis vous avez une pâte à modeler débauchage. Non, c'est pas ça. Il faut nommer un grand gaulliste à Matignon et une vingtaine de ministres LR ou une trentaine de ministres LR, allons-y carrément, plus une dizaine de ministres sociaux-démocrates présentables. Et là, vous avez un gouvernement qui représente en gros 40% des Français. Mais je croyais que leur même temps avait échoué. Alors qu'un gouvernement d'union nationale, est-ce que ça ne serait pas en même temps fini? Sonia, je me tue à dire depuis 6 ans que c'est le contraire. C'est dingue, les gens ne comprennent pas. Vous avez du débauchage, ça consiste à prendre des gens de droite et des gens de gauche dans un gouvernement et les partis restent dehors. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Vous avez des gens de droite et des gens de gauche dans le gouvernement, mais les 5 courants politiques qui ne sont pas des centristes, c'est-à-dire les LR, les socialistes, l'extrême droite, l'extrême gauche et les écologistes ne sont pas dans le gouvernement. Donc la vérité, c'est que vous faites du débauchage, mais vous restez tout seul. Ce gouvernement-là, il ne représente pas 20% des Français. Quand vous ne représentez que 20% des Français, vous courez à poil dans un champ de râteaux, pour dire les choses élégamment. Et c'est exactement ce qui se passe. Emmanuel Macron, aujourd'hui, n'a la majorité ni à l'Assemblée, ni dans le peuple.
Donc la seule solution, c'est pour continuer à faire voter des lois. Hein. Sinon, vous mais bien sûr, il faut récupérer à la fois la majorité à l'Assemblée nationale et la majorité, ou en tout cas une espèce de majorité ou une approche de majorité dans le peuple. Mais Luc Ferry, pourquoi vous continuez à penser que la dissolution serait une absurdité ? Mais pour Macron, pas pour Marine Le Pen. Pour Marine Le Pen, c'est un cadeau. Donc c'est pour ça que pour Macron, c'est pas jouable. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi revenir au peuple et devant le peuple serait une absurdité, même si c'est un mauvais calcul. C'est pas le problème. Je dis c'est une absurdité pour Macron. D'accord, c'est un calcul politique. Évidemment. Donc si j'étais à la place de Macron, je ne ferais pas la dissolution parce que ça veut dire quoi ? Qu'il perdrait la moitié de ses députés et que Marine Le Pen obtiendrait le double des députés actuels. Donc en effet, comme calcul politique, c'est pas génial. Donc la dissolution oubliée. Voilà, et c'est lui qui est président de la République. C'est pas Marine Le Pen. Mais vous discutez avec des proches du président. Vous avez cité tout à l'heure Jean-Pierre Raffarin et d'autres. Vous disent-ils, est-ce qu'il écoute encore le président lui-même ? Non, je crois qu'il n'écoute personne, il n'écoute que lui. Mais Jean-Pierre Raffarin est totalement d'accord avec ce que je suis en train de vous dire sur le gouvernement d'union nationale. C'est aussi ce que proposaient des personnalités éminentes de la gauche comme Hubert Védrine. Ça fait des années que Hubert Védrine et moi sommes d'accord là-dessus, sur l'idée que dans l'état actuel de la France, seul un gouvernement d'union nationale pourrait avoir un semblant de majorité. Vous savez, Luc Ferry, depuis tout à l'heure, je suis en train de réfléchir à la personnalité grand gaulliste que vous avez citée, qui pourrait être potentiellement Premier ministrable. Non, mais vous ne ferez pas dire de non, c'est... Non, je sais, il s'impose, il est évident. Il s'impose tellement. Non, mais il est... Parce que si j'ai bien compris, ce n'est pas quelqu'un dans l'appareil forcément qui tient le haut du sommet des LR. Il faut que ce soit quelqu'un qui représente la famille gaulliste et il faut mettre suffisamment, encore une fois, de ministres gaullistes et de ministres sociodémocrates pour que ce soit un semblant de gouvernement d'union nationale. Voilà, une espèce de cohabitation volontaire. Mais moi je vous dis les choses très simplement, c'est une question de bon sens. Si on n'imite pas le modèle allemand, moi, si j'étais à la place du président Macron, j'aurais mis la proportionnelle d'entrée de jeu. Ah bah oui. Évidemment. Oui, mais ça n'a pas été fait. Donc parce que la proportionnelle, c'est très profond, la proportionnelle. La proportionnelle, c'est pas simplement une question électoraliste. C'est aussi une culture du compromis, c'est une culture du dialogue. Voilà. Et le modèle allemand est génial de ce point de vue-là. L'avons-nous en France par rapport au modèle allemand ? Et puis alors, les problèmes que nous avons, Luc Ferry, insécurité, violence, immigration, France fracturée, est-ce que ce cocktail explosif constitue le gros sparadrap énorme d'Emmanuel Macron qui ferait que certains de vos gaullistes et sociodémocrates ne rentreront pas dans le gouvernement peut-être ? Non, ils rentreraient, j'en connais qui rentreraient à pieds joints et dans la seconde. Non, c'est un autre sujet. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de dealer, d'échanger des postes, pardon pour le mauvais français. Il s'agit de construire un programme, et ça prend du temps. Et donc un programme... Mais il faut être d'accord. Il faut être d'accord pour rétablir l'autorité. Mais il faut être d'accord Emmanuel Macron n'a aucune espèce de conviction d'aucune sorte. Voilà, comme François Hollande. Et donc c'est un centriste. Par définition, un centriste, c'est prêt à aller à droite ou à gauche. Comme disait François Mitterrand, quand un journaliste lui avait posé la question où est le centre, il a répondu au fond du couloir à droite. Voilà. Et donc le centre, il est prêt à s'accorder avec la droite. Et donc les LR auraient pu négocier un gouvernement d'union nationale en disant voilà, sur la sécurité on veut ça, sur l'immigration on veut ça, sur l'école on veut ça, et sur la dette publique, c'est le plus important, la dette. On va dans le mur en klaxonnant. Écoutez des gens comme Nicolas Bavrez, comme Agnès Verdier-Molinier qui disent la vérité. On a une dette qui est faramineuse, on a des taux d'intérêt qui grimpent, on a un déficit de la balance commerciale qui est abyssal, un déficit des comptes publics qui est abyssal. On va dans le mur en klaxonnant. Et ça, les gens ne le comprennent pas parce que les questions budgétaires sont des questions compliquées que les Français ne connaissent évidemment pas. Moi-même, je dois le dire, je les ai découvertes quand j'étais ministre. Au niveau de 3 000 milliards, je crois qu'on comprend tous que le fossé est là, qu'on a fait un grand pas en avant. Non, pardon, excusez-moi. Vous pensez qu'on n'est pas conscient de la gravité de la situation ? Non seulement ça, mais je pense que c'est l'inverse. Moi, j'ai eu cette discussion avec des gens de gauche qui disent « Mais non, tu vois bien, on avait de l'argent, la preuve qu'on avait de l'argent, on pouvait le sortir puisqu'on l'a sorti. » Donc vous avez toute une partie des Français qui sont keynésiens. Peut-être qu'ils pensent, Luc Ferry, que parfois l'argent est mal utilisé. C'était autre chose. Ça peut-être sur CNews, oui, mais dans l'immense majorité de la population française, le réflexe est l'inverse, c'est de dire mais voyez bien, il y avait de l'argent puisqu'on a pu le sortir quand il fallait. Donc on nous cachait l'argent, voilà. Et donc les Français sont fondamentalement keynésiens. Ce qu'ils aiment, c'est l'argent public, c'est la dépense de l'État, et ils ne voient pas qu'avec des taux d'intérêt qui montent et surtout, et puis il y a des effets collatéraux qui sont terribles. Les Allemands nous prennent pour des clowns. Voilà. Pour des clowns. Nous sommes pris la France et évidemment, puis il y a quelques
2 semaines, ici, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, venait se féliciter de chiffres. Ah non, mais et de... c'est très rare. Oui, ça me fait hurler de rire même. C'est très rare qu'un ministre ne vienne pas se féliciter. Moi, je me souviens d'un ancien Premier ministre qui avait dit que l'État était en faillite. Oui, il avait raison. Voilà, mais c'est très rare. Il arrivait, il disait, voilà, il faut faire un certain nombre de choses. François Fillon a dit la vérité. Et l'État est beaucoup plus en faillite aujourd'hui qu'à l'époque. Ouais. Qui profite de tout cela? Luc Ferry, Marine Le Pen et surtout Jordan Bardella, voilà, dont vous avez vu la percée. Non, pas surtout. Marine Le Pen. Je dis surtout en termes d'image, pour parler de bien lui, sûr. sa percée dans le journal du dimanche, le classement. Tout le monde le sait. Il y a 2 jeunes qui montent aujourd'hui. C'est Jordan Bardella à droite et c'est Gabriel Attal dans le gouvernement. Vers qui votre cœur penche? Non, moi j'ai du respect pour les deux parce que ce sont des gens extrêmement intelligents tous les deux, très talentueux. Moi je suis pas sectaire. Je ne pense pas que Marine Le Pen soit fasciste. Je la connais un peu. Je sais très bien qu'elle est ni raciste ni antisémite. Je suis désolé de dire ça à mes amis intellectuels de gauche qui veulent à tout prix dire c'est le nazisme qui revient. Regardez Madame Meloni en Italie, c'est pas le fascisme qui est revenu en Italie. Bon, voilà. Donc tout ça est assez ridicule. Marine Le Pen, c'est la droite populaire et républicaine. C'est pas. J'ai l'impression que vous me décrivez Jacques Chirac. Mais elle est moins à droite que Pandro et Pasqua en 70. Voilà, c'est la vérité. Et ça n'a rien à voir avec l'extrême droite. L'extrême droite, elle était antisémite, elle était raciste. C'est la définition de l'extrême droite, d'ailleurs. L'extrême droite, c'est dire comme l'extrême gauche, l'extrême droite était révolutionnaire. Factieuse. La révolution, elle était factieuse, elle assassinait les opposants, elle voulait prendre le pouvoir par les armes et par la violence, elle était antisémite et raciste. C'est absolument pas le cas de Marine Le Pen, qui n'est ni antisémite ni raciste et qui est évidemment républicaine. Maintenant, on peut avoir, moi j'ai des désaccords avec le Rassemblement national, mais beaucoup plus sur le plan économique que sur le plan moral ou politique. Et il faut arrêter de dire que c'est le fascisme et que c'est l'immoralité. C'est pas vrai. C'est simplement faux. Et les 42% qui ont voté pour elle savent que c'est faux. Et donc, quand on insulte ces gens-là, on les renforce. À la limite, on va les rendre racistes si on continue. Voilà, c'est idiot comme raisonnement. Cette espèce de moralisme débile des intellectuels de gauche est fascinant pour moi. Moi, j'ai toujours été à droite. Qu'est-ce qui les pousse à tenir ce genre de discours alors que le RN ne cesse de monter? Est-ce qu'il y a une forme de panique, d'ailleurs, aussi chez les intellectuels de gauche qui se disent, mon Dieu, elle arrive au pouvoir, que faire? Oui, absolument. Alors, en même temps, l'extrême gauche, ça l'arrange. Évidemment, Mélenchon, ça l'arrange, évidemment. Comme ça arrangeait Mitterrand, c'est Mitterrand qui a fait monter l'extrême droite. On le sait, c'est une stratégie très connue. Je ne pense pas que ce soit le cas des intellectuels que j'appelle intellectuels de gauche un peu méchamment, mais c'est vrai que voilà, ils ont ce souvenir toujours du nazisme et ils pensent que c'est la même chose. Mais non, c'est pas la même chose. Ça a changé et il faut être un peu sensible aux évolutions de la société. Aujourd'hui, tout le monde est républicain, de Mélenchon à Marine Le Pen. Voilà. Et donc après, on peut avoir des désaccords énormes avec les uns ou avec les autres. D'accord. Donc l'arc républicain, c'est quelque chose de ridicule. La preuve que ça ne sert à rien, c'est que ça ne réconforte personne. Et le pire du pire aujourd'hui, c'est le centrisme. C'est ça la vraie catastrophe, parce que le centrisme au pouvoir, il a comme effet dramatique, tragique, pathétique même à certains égards, c'est que la seule alternance possible est avec les extrêmes. Et donc la catastrophe absolue, c'est le centrisme. Et ce centrisme du débauchage. Jamais je n'aurais accepté d'être ministre d'Emmanuel Macron si je venais de la droite. J'avais gardé la question, j'allais vous la poser. Mais pour rien au monde. Mais quand vous venez de la droite, ces gens ont vendu leur âme pour un plat de lentilles. C'est pas bien de faire ça. Et le bonheur dans tout ça, Luc Ferry, vous avez publié La frénésie. Je vous avoue que la transition est une grosse ficelle. La ficelle est grosse, mais c'est très, très gentil de revenir à mon livre. Voilà, bonheur aux éditions de l'Observateur. Bon, alors, bonheur est un mot qui a dû beaucoup... qui a dû être utilisé, je suppose, dans les familles ces dernières heures. On se souhaite du bonheur pour la nouvelle année. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que signifie le bonheur? Non, c'est une idée absurde. C'est une idée évidemment absurde. Les marchands de bonheur sont, à mes yeux, des imposteurs. Et donc, ce que j'explique dans ce livre, c'est la raison pour laquelle l'effondrement des 2 grandes religions, le communisme, religion de salut terrestre, et la religion catholique, l'effondrement de ces 2 grandes religions en France et plus généralement en Europe, ça a conduit à l'explosion des idéologies du bonheur, c'est-à-dire la psychologie positive et les théories du développement personnel, qui ont pris la place des grandes religions. Le communisme était une grande religion de salut terrestre. Le communisme passe de 30% en 1950 à 2% aujourd'hui. Écoutez bien ça, 95% des Français étaient baptisés en 1950, ils sont 30% aujourd'hui. Il y avait 45 000 prêtres diocésains en France en 1950, il en reste 4 000 aujourd'hui. Donc quand vous n'avez plus de deuxième vie après la Révolution ou après la mort, c'est ici et maintenant qu'il s'agit d'être heureux.
C'est ça le thème de mon livre. S'il n'y a plus de deuxième vie, alors je déteste le travail, touche pas à ma retraite, et je veux être heureux ici et maintenant, d'où l'explosion, ça nous vient des États-Unis évidemment, de la psychologie positive, des théories du développement personnel et des marchands de bonheur qui prennent la place des grandes religions de la deuxième vie. On était le troisième petit cochon, on est devenu le premier. Voilà, si vous voulez, ça dit tout. Le troisième petit cochon, il commence par travailler et puis il s'amuse après. Le premier, il veut s'amuser tout de suite. Parce que si je n'ai pas de deuxième vie après la révolution ou après la mort, encore une fois, c'est ici et maintenant que je vais être heureux. Voilà, et c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Et c'est dramatique parce que le reste du monde ne vit pas comme ça. La Chine ou la Russie ne vivent pas comme ça. Parce que je sais que Pascal Praud va en parler tout à l'heure. Aimer la France, comment on peut faire aimer la France? Ça ne se décrète pas. Mais comment on fait des Français de désir? Eh ben d'abord, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de culture française, comme l'a dit bêtement Emmanuel Macron. Il s'est rattrapé. Il a dit la France est une culture, une langue, une histoire. Oui, mais le en même temps, ça ne marche pas. Non, je pense qu'il faut d'abord réhabiliter cette histoire de France, cette culture française, et que ça, c'est un très gros travail, parce que ça passe aussi évidemment par l'école, mais ça passe par la télévision, ça passe par les médias, et donc il faut réhabiliter. Ce que fait Stéphane Bern est formidable, par exemple, sur le patrimoine. Il faut réhabiliter ce que les Français peuvent comprendre de magnifique dans notre histoire et dans notre culture. Tout n'est pas magnifique, hein. Il faut garder un regard critique, il y a des zones d'ombre, mais il faut garder ce regard critique sur l'histoire, mais il faut mettre en valeur ce qui a été grandiose dans notre histoire. Par exemple, l'histoire littéraire française, elle est à nul autre pareil. Il n'y a aucun équivalent. Il y a des très grands écrivains dans le monde entier, mais il n'y a aucune histoire littéraire qui soit dans un autre pays comparable à celle de la France, par exemple. C'est un philosophe et un ancien ministre de l'Éducation nationale qui nous le dit. Merci Luc Ferry. Merci à vous, chère Sonia. La frénésie du bonheur, et à nos téléspectateurs et auditeurs également. Merci à vous.